Tu veux une technique qui marche pour gagner de l'argent? Lise toujours le parcours de ton client au maximum. Je viens d'avoir une discussion avec un pote de Twitter. Il vient d'arriver dans un Airbnb et il m'a dit un truc que j'entends très souvent, à savoir que dans l'Airbnb dans lequel il manque plein de trucs. Ça sent le vide, il manque du sopalin, il manque du sel, il n'y a pas de sac poubelle, il n'y a pas de serviette. Et c'est quelque chose que j'entends assez souvent en fait et qui me surprend puisque moi, depuis le début que je me suis lancé sur Airbnb, j'ai toujours cherché à faire les choses vraiment bien, à lisser un maximum le parcours client, à offrir à mes clients un maximum de qualité et à chaque étape me dire si moi j'étais le client, qu'est-ce qui me ferait plaisir ou au contraire, est-ce que là il y a quelque chose qui me bloquerait. Et dans cette vidéo, je voudrais parler de l'importance justement quel que soit le business dans lequel vous allez vous lancer, que ce soit en ligne ou hors ligne, de toujours lisser un maximum le parcours client. Vous savez que Amazon a créé un patent, en français on dit un brevet je crois, pour le one click et qu'ils ont dépensé des millions de dollars pour créer ce système où quand vous allez sur Amazon maintenant vous pouvez acheter quelque chose avec en un seul clic. Alors, peut-être qu'on va me dire dépenser des millions de dollars pour ça, ça fait un peu cher, mais quand on est une grosse structure et qu'on veut changer les process d'achat, ça va engager des frais, ça va engager il va falloir faire des tests, il faut payer les ingénieurs et surtout, il faut s'intéresser aux contraintes légales, est-ce que c'est autorisé ou quoi. Mais du coup, ils ont vraiment travaillé très très dur pour que le client, au lieu d'acheter un produit en 2 clics, puisse le faire en 1 clic. Parce qu'ils avaient compris qu'à chaque clic en fait, que le client devait faire, c'était des millions et même des dizaines de millions de dollars de perdus. Ce qui est applicable à Amazon est applicable à Airbnb et applicable à n'importe lequel des parcours de vos clients. Plus vous allez faire cliquer votre client, moins il va vouloir acheter vos produits. Wow! Tu comptes passer le restant de tes jours à avancer tout doucement comme un papy ou mettre un coup de ceinturon dans cette chaîne de vie et commencer à gagner de vraies sommes d'argent? En parlant de ça en description de cette vidéo, tu vas trouver une présentation gratuite où je t'explique étape par étape comment mettre en place le seul business model rentable en 30 jours et avec des résultats 100% garantis. Donc, si tu veux passer à l'action, tu cliques, tu regardes et tu apprends. Et n'oublie pas, ou bien tu fouettes cette chaîne de vie, ou bien celle qui te fouettera. Maintenant, je voudrais vous expliquer pourquoi, à mon avis, c'était la question de mon pote, pourquoi, à mon avis, dans certains Airbnb, vous n'avez que le strict minimum, il manque des choses, c'est pas très agréable, alors qu'on s'attendrait au contraire à ce que y ait tout ce qu'il faut et à ce qu'on soit à notre aise. Il y a plusieurs raisons en fait. La première raison, c'est quelque chose que j'explique souvent, c'est que euh, la plupart des gens qui sont sur Airbnb sont des amateurs. Ce ne sont pas des professionnels, ce ne sont pas des gens qui veulent vraiment en vivre, ce sont des gens qui ont, par exemple, c'est des boomers qui ont un bien qui est déjà payé, ils le mettent sur Airbnb, si ça loue, tant mieux, ils ont de l'argent dans leur poche, si ça loue pas, ils s'en foutent. Ou bien ce sont des gens qui vont par exemple prendre un mois de vacances et qui se disent, tiens, pour arrondir mes fins de mois, je vais mettre mon appartement sur Airbnb. Ou bien ce sont des gens qui travaillent dans l'aviation par exemple et qui se disent, quand je suis à l'autre bout du monde, je mets mon appartement sur Airbnb. Ce n'est pas des gens qui viennent là avec un état d'esprit business, homme d'affaires, création de business, création de valeur, création d'offres, parcours client. Ils n'ont rien de tout ça en tête. Ils se disent juste, j'ai un appart, je vais le mettre sur Airbnb, je mets 2 3 serviettes, 2 3 oreillers, un petit peu de shampoing dans la salle de bain et encore, et ça suffira. L'avantage, c'est que généralement, les amateurs, hein, les gens comme ça qui mettent Airbnb un petit peu, qui mettent leur appartement sur Airbnb à l'arrache, vont vous offrir des prix assez faibles. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est louer rapidement. Ils n'ont pas les meilleures photos, ils n'ont pas les meilleures descriptions, ils n'ont pas les meilleurs emplacements. Donc ils se disent, pour que ça loue, je vais mettre tel prix. D'accord. Donc c'est à votre avantage puisque ça peut vous permettre, effectivement, ça permet au marché d'avoir accès à toute une série de biens à des prix assez intéressants. Sans doute des fois beaucoup plus intéressants qu'un hôtel. Le problème, c'est que comme ce ne sont pas des professionnels, eh bien, ils ne vont pas penser à tout. Donc vous allez arriver dans l'appartement et il va manquer des trucs. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ça va être l'investisseur immobilier qui n'a pas compris qu'Airbnb, ce n'est pas de l'immobilier. Je vais vous prendre un exemple. Si vous louez un local et que vous l'aménagez pour le transformer en café, est-ce que vous faites de l'immobilier? Non. Pourtant, vous avez bien un local. Airbnb, c'est exactement pareil. Que vous louiez le bien que vous mettez sur Airbnb, au passage, c'est ce que je vous apprends à faire. Il y a une vidéo de présentation de ce business model en description gratuitement.
Ça s'appelle l'arbitrage Airbnb. Moi, les appartements que je mets sur Airbnb, je n'en suis pas propriétaire. Je loue les appartements en longue durée et je les mets sur Airbnb et je prends la différence en toute légalité. Mais que vous louiez votre appartement pour le mettre sur Airbnb ou que vous l'ayez acheté, comme par exemple un restaurant pourrait acheter un local pour monter un restaurant, on est bien d'accord que le restaurant, il n'est pas dans l'immobilier, même s'il a acheté 4 murs. Airbnb, c'est pareil. Vous avez acheté 4 murs, vous avez fait que 1% du travail. Le vrai travail, il va venir après. Et ça, c'est ce que beaucoup d'investisseurs immobiliers ne comprennent pas. Ils ont toute une série de réflexes, ils ont toute une série de façons de faire qui ne collent pas en fait avec ce business model. Parce que, qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils vont vous parler de mètres carrés, ils vont vous parler d'emplacement, ils vont regarder si l'appartement est vétuste, s'il est jeune, ils vont regarder le prix du loyer, ils vont regarder tout ça. En fait, ils ont une vision macro du business. C'est normal, un investisseur immobilier, il a une vision macro. C'est pourquoi d'ailleurs, ce qu'il devrait faire, c'est s'occuper de sa sphère d'expertise, à savoir investir dans l'immobilier. Et après, quand il s'agit de louer, déléguer ça à des sociétés d'arbitrage Airbnb comme la mienne. Comme ça, il n'a pas à se faire chier avec les locataires qui sont chiants. Il est protégé contre les lois communistes. Le loyer tombe tous les mois et on s'occupe d'entretenir son appartement à sa place. Ça, c'est un petit message pour les propriétaires de biens immobiliers. Mais donc, ils ont toute une série de réflexes. Donc, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, quand j'ai loué des appartements, souvent, j'arrivais, voilà, il n'y avait pas de déco, les murs étaient blancs. Alors, quand le propriétaire va vouloir passer sur Airbnb, il va faire comme il a l'habitude de faire, mais il va rajouter 2-3 trucs. Pour lui, quand il a acheté l'appartement, il a l'impression qu'il a fait 90% du travail. Il dit, ok, j'ai ma cuisine, j'ai mon salon, bon, pour Airbnb, on a besoin de quoi? Il va mettre une petite table basse, automatiquement, il va prendre le moins cher. Il va prendre un petit canapé, automatiquement, il va prendre le moins cher. Il va vous mettre, si vous avez de la chance, un petit bureau dans la chambre, un lit, le strict minimum au niveau de l'équipement de la cuisine. Et ensuite, il va dire, c'est bon, j'en ai suffisamment fait. Allez, c'est bon, maintenant, vite, on envoie ça sur Airbnb. La réalité, c'est qu'il a fait 1% du travail. Parce qu'il a fait 100% du travail concernant son investissement immobilier. Là, c'est bon, le business model est fini. Mais là, on passe sur un nouveau business model. D'accord? Donc, s'est-il intéressé à comment il allait prendre ses photos? S'est-il intéressé à la liste d'équipements dont il va avoir besoin pour satisfaire ses clients? Je vous en parle d'ailleurs de ça régulièrement. Vous devez être capable d'ailleurs, j'en parle ça checkez la vidéo qui est en description, tout est expliqué. Mais vous devez être capable de voir dans votre zone quels sont les équipements qui sont le plus en demande pour être certain que votre listing possède ces équipements. C'est très facile à voir, on a des logiciels spécialisés pour ça. S'est-il posé la question, un truc tout con par exemple, mais est-ce que les draps qu'il a pris pour ses clients sont confortables? Alors, je ne vous demande pas de prendre. J'ai des locataires, moi, des clients Airbnb qui m'ont dit oui, je vous recommande de mettre des draps en coton égyptien. Je leur ai dit mais bien sûr, madame, il n'y a pas de problème, on va y penser. Évidemment, je n'ai jamais mis de draps en coton égyptien, je ne suis pas fou non plus. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus leur mettre les draps en polyester qui grattent. Vous voyez? Parce que si la personne elle rentre dans votre lit, elle a l'impression que les draps sont en plastique et que ça leur griffe la peau, ça ne va pas le faire non plus. S'est-il posé la question de savoir s'il fallait mettre peut-être un sèche-cheveux, s'il fallait mettre un fer à repasser? Ça, c'est un truc qui m'arrive souvent d'oublier quand je mets de nouveaux listings. Ou bien j'oublie le sèche-cheveux, ou bien j'oublie le fer à repasser, ou bien j'oublie la table à repasser. Et ça ne manque jamais. Très rapidement, il y a un client qui va me dire, ou une cliente surtout, qui va me dire où est le fer à repasser, où est le sèche-cheveux, etc. Tout ça, ce sont des questionnements qui échappent aux néophytes sur Airbnb, surtout si ça fait des années que la personne est dans l'immobilier et qu'elle a toute une série de réflexes et toute une sphère d'expertise qui est liée à l'immobilier. Quand vous allez passer d'investisseur immobilier à, je vais dire, pilote d'opération Airbnb, vous avez tout un nouvel univers de knowledge à connaître. D'accord? Il faut que vous fassiez le module supplémentaire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il vous manque des informations. Ce que je remarque souvent aussi au niveau des propriétaires, et pourquoi les propriétaires ont-ils ces réflexes-là? C'est parce que le propriétaire sait que son locataire va détruire. Tous les propriétaires que je connais pensent à ça en premier. Il ne va pas mettre le meilleur canapé parce que le locataire, il va péter le canapé, il va pisser dans le canapé, il va vomir dans le canapé, il va mettre du café dans le canapé. Il y a une chance sur deux qu'à la fin du bail, son canapé, ou bien il va devoir faire appel à une société spécialisée pour nettoyer et ça ne va pas marcher à tous les coups, ou bien même il va devoir racheter un canapé. Sachant que maintenant, ce qui est à la mode en France, c'est que le locataire, ce qu'il fait, c'est qu'il ne paye pas le dernier mois de loyer. Comme ça, d'une certaine manière, il récupère sa caution et en plus, il saccage votre appartement. C'est pour ça qu'ici, là où je suis en Roumanie, ce que les propriétaires font, c'est qu'ils vous prennent 2 mois de caution. Et en plus, non seulement ils prennent 2 mois de caution, mais les locataires ici sont beaucoup plus respectueux. Mais le propriétaire sait que son appartement va être saccagé, donc il fait le minimum. Si vous allez dans des hôtels bas de gamme,
les hôtels Ibis, les hôtels Formule 1, vous avez remarqué que maintenant, les étagères sont soudées au sol. Vous allez dans des hôtels, vous prenez l'étagère, vous secouez comme ça. Ce sont des armatures métalliques qui sont soudées et qui sont vissées au sol comme si vous étiez dans une usine. Pourquoi ils font ça? C'est des hôtels bas de gamme, ils savent très bien que le client va tout péter. Et beaucoup de propriétaires, effectivement, pensent un petit peu la même chose. Et donc, ils ont tous ces codes-là. Il ne faut surtout pas trop investir, surtout pas mettre de trucs trop jolis, trop beaux, trop chers. Alors, évidemment, il faut trouver un juste milieu, hein. Mais si dans votre Airbnb, vous mettez le strict minimum, vous ne cherchez pas réellement à donner au client une belle expérience, vous allez vous faire niquer au niveau des notes. Vous allez devoir baisser votre prix. Et si vous êtes client, maintenant vous savez pourquoi les Airbnb dans lesquels vous allez souvent manquent de ce type d'équipement. Généralement, j'ai trouvé que les Airbnb qui étaient gérés de manière professionnelle n'avaient pas ces défauts-là. Il y a des Airbnb dans lesquels je suis allé et c'était flagrant que c'était un amateur qui gérait le Airbnb. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là-dessus, mais elle n'est peut-être pas encore sortie. J'étais allé dans un Airbnb où certes, la femme de ménage avait passé la serpillière, mais erreur classique, c'était une serpillière qui avait sûrement utilisé la même serpillière pendant des années. Ça puait dans l'appartement. Et quand j'ai ouvert la salle de bain, je suis rentré dedans, ça puait, c'était infect. Et pourquoi? Parce que la salle de bain, la serpillière était bloquée dans la salle de bain. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'aller dans des grandes surfaces, par exemple, ou bien des petites supérettes où ça pue. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent tout le temps la même serpillière. Erreur classique. Pareil dans le Airbnb en question dont je vous ai parlé, je vais la mettre en ligne la vidéo et vous allez voir. Il y avait des erreurs classiques. Les murs blancs, aucune décoration, le strict minimum, comme je l'ai dit, la serpillière qui pue. Vous voyez que c'était une personne qui s'en foutait. A contrario, je suis allé dans un autre Airbnb et j'ai aussi filmé, je vais aussi vous le mettre en ligne sous peu, où là, effectivement, on avait affaire à un professionnel. Et il a respecté tous les codes dont je parle très souvent. Par exemple, un truc très simple, ne jamais laisser une zone blanche dans un Airbnb. Par exemple, là j'étais dans un Airbnb, le mur là, il ne faudrait pas qu'il soit tout blanc. Il faudrait mettre un tableau, il faudrait mettre un truc. Ou alors il faudrait le peindre d'une couleur différente. Mais ne jamais laisser une zone blanche ou une zone vide dans un Airbnb, au maximum décorée, ou en tout cas pour les photos. Quand vous prenez la photo de la zone en question, vous prenez la plante qui est dans le salon et le truc qui est dans la cuisine, hop, vous le mettez dans la zone que vous photographiez, vous prenez la photo, et ensuite vous redispatchez votre décoration. Mais il ne faut pas que sur les photos, les clients voient des zones blanches. Ça donne un côté, c'est pas fini, c'est pas bien décoré, c'est pas bien fait. Et donc voilà, donc le deuxième Airbnb dans lequel j'étais allé, parce que j'ai pas mal bougé d'Airbnb en Airbnb le mois dernier, on voyait que c'était un professionnel. Non seulement la décoration était impeccable, l'appartement, on sentait qu'il était plein en fait. C'est cette sensation d'être dans l'abondance. Il y avait des petits jeux, il y avait de la déco, il y avait des plantes, il y avait tout ce qu'il fallait dans la cuisine. On sentait tout de suite que, vous voyez, il y a pas, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. Il y a ceux qui font le minimum et ceux qui font le maximum. Et c'est pour ça que je vous dis souvent que ce n'est pas très difficile de faire partie du top 10% sur Airbnb. Parce que de facto, si vous vous lancez dans ce business avec un mindset de businessman, c'est-à-dire sérieux, je veux vraiment créer une offre intéressante, j'ai étudié le marché, je veux vraiment apporter de la valeur à mes clients, vous êtes déjà de facto devant 50% des offres qui sont sur Airbnb, voire même devant 70-80%. Et quand vous allez commencer à optimiser, à chercher les bons équipements, prendre les bonnes photos, bien décorées, et ensuite mettre un pricing, évidemment, un pricing pertinent, pour lequel on va utiliser des logiciels, donc encore une fois, rien n'est laissé au hasard, là déjà vous êtes de facto au moins dans le top 30%. Et si vous avez bien choisi l'emplacement, vous avez bien choisi, c'est facile d'arriver dans le top 10%, dans le top 5%. Parce que la majorité des gens sont les amateurs. Donc, quand vous lancez un business, les amis, posez-vous toujours cette question. Ne faites pas le minimum. Ne cherchez pas systématiquement à aller au moins cher. Je sais parce que moi, des fois, je discute avec des gens et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont le réflexe de toujours acheter le moins cher. Il faut acheter le truc pas cher. Le pas cher, le moins cher. Moi, par exemple, je vous dis, dans mes Airbnb, il y a des machines Nespresso. Et ce n'est pas la petite machine Nespresso, c'est la grosse machine Nespresso. Pourquoi je mets la grosse machine Nespresso? Parce que sur les photos, ça envoie un message au client. Les clients, ils voient la belle machine Nespresso et la cuisine flambant neuve. Ils se disent, oula, ça c'est un listing de qualité. Ça c'est un listing premium. Ça c'est un listing pour lequel je vais payer 10, 20, 30 euros la nuit supplémentaire. Vous voyez? Mais si j'avais demandé conseil à certaines personnes de mon entourage, ils m'auraient automatiquement dit, mais non, prends pas ça, c'est trop cher, les capsules vont te coûter cher, nanana, fais autre chose. Si j'avais suivi les conseils de certaines personnes de mon entourage pour lancer mes Airbnb, ce serait ultra bas de gamme, il n'y aurait pas de déco, tout serait noir et blanc. Au niveau de l'éclairage, pareil, on met des petites plantes, on met des petites lumières. Très important de coucouner son client. Quand le client arrive dans mes Airbnb, si on est en été, la clim tourne déjà.
Il arrive, il est accueilli par, il arrive sur la cuisine, il y a déjà des petites capsules de café qui sont prêtes. Il ouvre la porte du frigidaire, il y a une petite bouteille d'eau, une petite canette de coca qui l'attend. Quand il arrive par exemple à Noël ou bien en décembre, il arrive sur la télévision, vous avez un background avec une vidéo YouTube qui tourne où il y a un petit feu, une petite musique de Noël. Et il y a déjà une petite lumière tamisée dans l'appartement. C'est ça de prendre soin de ses clients. Et ça, c'est valable pour tout. Vous lancez un business en ligne, vous faites des funnels, vous faites des tunnels de vente. Il ne faut pas que le mec qui arrive sur votre page de vente, ce soit brouillon, il y a des trucs de partout, on ne sache pas où cliquer. Il faut que ce soit propre, clair. Un parcours client très clair, une offre très claire. Ok, il a ça à vendre, ça me rapportait tel résultat, et pour l'étape suivante, je clique là-dessus. Mâchez le travail de vos clients. Je vous ai dit, le risque, le défaut que je vois trop souvent chez les entrepreneurs et souvent des entrepreneurs françaises, c'est le mindset de l'artisan. C'est une métaphore que je vous ai déjà faite et je vais vous la refaire. Le mindset de l'artisan, vous l'avez déjà rencontré. C'est quand vous allez sur un marché, d'accord, et vous voulez acheter du miel. Et le mec qui vous vend du miel, il est hautain, il est arrogant. Parce que lui, il s'y connaît en miel, lui, il s'y connaît en abeilles. Vous êtes un citadin, vous êtes un urbain qui vient là, vous lui posez des questions à la con, ça le saoule. C'est ce mindset de se dire, moi, le vendeur, je sais, le client, il est con. Il y a énormément de gens qui ont ce mindset-là et le client le ressent. Ne tombez pas dans ce travers. Le client est roi. Bon, des fois, le client est vraiment con. Ça arrive. Mais 90% du temps, considérez que le client est roi. Ne vous dites pas que le client est stupide. Le client pose des questions parce qu'il n'est pas dans votre industrie. D'accord? Il ne sait pas. Il a vu peut-être un truc à la télé, un truc sur Internet, il pose des questions. Il y a des gens aussi qui aimaient bien faire ça à une époque, mais j'ai l'impression que ça, c'est une tendance qui est en diminution. C'était les médecins. Les gens arrivaient chez le médecin, ils disaient, ça c'était très courant dans les années 2000-2010, enfin au début d'Internet. Les gens arrivaient chez le médecin et disaient, oui, j'ai lu ça sur Internet. Et il y a des médecins qui s'énervaient. Non, 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 moi j'ai un diplôme, vous lisez des conneries sur Internet. Tout de suite, ils prenaient le patient de haut. Évidemment, le patient, il n'a peut-être pas forcément le choix, il a mis 3 mois pour avoir ce rendez-vous, il a peut-être courbé les chines. Mais moi, il m'est arrivé d'ailleurs de tomber sur les médecins qui me parlaient comme ça, je me suis barré. Ils ont perdu un patient. Voilà. Bon, après, je vais dans le privé, donc je n'ai pas non plus 4 mois d'attente comme vous. Et c'est pareil pour les clients. Si vous voulez, donc je reprends ma métaphore avec le miel. Vous allez sur un stand, il y a un mec, vous dites mais il est bio votre miel? Et les abeilles, elles sont bien traitées? Et ceci, cela. Et j'ai vu un reportage qui disait que les apiculteurs émettaient tel produit, que c'était pas bon. Est-ce que c'est vrai? Si ces questions-là vous énervent et que vous commencez à prendre le client de haut, ou même si vous n'allez pas lui dire spécifiquement t'es un pauvre connard, ce que tu dis c'est de la merde. Si vous le ressentez, si vous dites oh putain encore un con qui me pose les mêmes questions, ça va se ressentir dans votre communication. D'accord? Au contraire, soyez content que des gens s'intéressent à votre industrie, soyez content que des gens vous posent des questions. Quand un client vous pose des questions, c'est aussi un feedback. C'est une façon de se dire ok, voilà ce que les clients veulent entendre, voilà ce qui intéresse les clients. Mais la prochaine fois, je vais mettre un petit écriteau où je spécifie telle chose, telle chose, telle chose. Comme ça, si le mec il veut pas, je sais pas, je connais rien à l'apiculture, mais si j'ai vu qu'il y a une certaine part de la clientèle qui veut pas qu'on mette une espèce de gaz là sur les abeilles pour tuer les moucherons parce que soi-disant c'est pas bio, ben moi je vais mettre un écriteau. Nous n'utilisons pas le gaz anti-insecte machin. Ça, je sais que toute cette clientèle va dire ah lui, ils ont vu un reportage qui leur disait que ce machin là c'était pas bon, ils recherchent ça, je mets ça à leur disposition. On respecte son client. Ne vous dites jamais que le client est un con. D'accord? Facilitez-lui la tâche. Si par exemple vous faites une offre et que des clients systématiquement toujours reviennent avec les mêmes objections, ne les insultez pas. Faites un disclaimer, faites une FAQ. Ou bien directement dans votre communication, vous voyez l'objection venir, répondez à l'objection avant même qu'on vous la donne. Mais n'y répondez pas en insultant le client. Encore un autre exemple qui vient en tête de clients qui sont maltraités. Moi, vous savez, j'ai essayé d'ouvrir un café. Et le mec qui m'a formé au café, il m'avait dit un truc. Il m'avait dit, tu sais, dans beaucoup de cafés, il y a des barman qui prennent leurs clients de haut. Par exemple, quand le client demande du sucre dans son cappuccino, on leur dit, mais non, on ne peut pas mettre de sucre dans un cappuccino, le lait est déjà sucré, blablabla. Ne fais pas ça. Ça va faire fuir tes clients. Et je me suis dit, mais c'est complètement con. Si mon client veut du sucre, je lui donne du sucre, je ne vais pas essayer de lui apprendre la vie. C'est absurde. Ça me paraissait absurde. Et pourtant, je suis allé dans des cafés où je demandais à avoir du sucre ou du miel dans mon cappuccino. Et il m'est arrivé d'être dans des établissements où il m'a fallu insister 3 fois. Le mec, je lui disais, est-ce que je peux avoir du sucre? Il me disait, non, mais essayez sans le sucre, c'est bon comme ça. Je lui dis, non, mais je sais, mais j'aimerais vraiment avoir du sucre. Non, mais essayez, vous allez voir, c'est déjà sucré. Le mec, tu as envie de lui dire, tu vas la fermer ta gueule? Tu me donnes le sucre ou quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Le gars pense pas être méchant, mais il a l'impression que
il a fait un cappuccino magnifique, là, délicieux et tout machin. Ah, ça va tout gâcher si tu mets du sucre dedans. Man, c'est moi qui te paye. Laisse-moi gâcher mon cappuccino. Ok? Vous avez vu, je vous prends beaucoup d'exemples parce que c'est valable partout. C'est un mindset qu'on retrouve dans les cafés, sur les marchés, sur Airbnb, dans la vente en ligne, où l'entrepreneur, le vendeur, a l'impression d'être plus intelligent que son client et va chercher à faire le minimum. Voilà les amis, si vous lancez un business, mettez-vous toujours à la place de votre client, mâchez le travail de votre client, facilitez-lui la tâche, que ce soit avant l'acte d'achat, évidemment, pour lui faciliter l'acte d'achat. L'idée, c'est qu'il prenne l'argent dans sa poche et qu'il la mette dans la vôtre le plus facilement possible, mais également après l'acte d'achat. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un client qui a acheté et qui est déçu. Ou vous savez, ces clients qui achètent et quand ils sont passés de l'autre côté du paywall, ils ont l'impression qu'il y a un changement d'ambiance. C'est bizarre. Sur YouTube, tout était bien propre, bien lisse. Quand j'ai acheté, il n'y a pas eu de problème. Mais maintenant que je suis de l'autre côté, que j'ai acheté, que le gars il a mon argent, c'est dégueulasse, c'est mal fait, c'est bâclé, bah, il s'en fout, il a mon argent. Quand le client a cette sensation-là, c'est très mauvais. L'idée, les amis, c'est pas de faire un braquage. C'est pas de vendre un truc à un client, puis après les dégoûter parce que ça ne marche pas, et on s'en fout, on va aller en arnaquer des autres. L'idée, c'est d'apporter de la valeur pour que le client revienne vers vous, achète encore plus de produits chez vous. Tu m'as acheté ça, tu as été satisfait, maintenant j'ai encore ça à te vendre, j'ai encore ça à te vendre, j'ai encore ça à te vendre. Mais le client ne rachètera que s'il a confiance en vous. Que si à chaque fois qu'il est sorti son porte-monnaie, vous l'avez récompensé avec un produit qui correspondait à ses attentes. Pas pour rien que j'ai des gens qui reviennent me voir sur Airbnb en permanence chaque année. Oui, je suis venu l'année dernière, c'était génial, je voudrais reprendre un mois, 2 mois, etc. Parce qu'ils ont une expérience client en or. Parce qu'ils ont vu que les quelques fois où il y a eu un petit problème, il m'est arrivé par exemple, la personne par exemple book pour 4 personnes au lieu de pour 2 personnes. Donc, quand ils mettent pour 4 personnes, je fais amener des draps et des serviettes supplémentaires. Malheureusement, j'oublie. Ils m'envoient un message, j'en suis navré, etc. J'arrive tout de suite, je leur apporte ce dont ils ont besoin. Vous voyez ça arrive souvent ça sur Internet, je trouve que tout est très bien polissé, peaufiné avant l'acte d'achat, puis après l'acte d'achat, c'est catastrophique. Ne faites pas ça. D'accord? Non seulement ça fidélise vos clients, mais même ça les pousse à vous donner des avis positifs et ça les pousse à ne pas vous donner des avis négatifs. Bon, je sais que maintenant sur Internet, il y a toute une série de techniques pour étouffer complètement les avis négatifs, créer des faux avis positifs, etc. Manipuler le prospect pour que, par exemple, s'il achète une formation et que ça ne marche pas, il a l'impression que c'est de sa faute, etc. Il y a toute une ingénierie pour manipuler le prospect une fois qu'on l'a bien arnaqué. Je trouve que c'est ignoble, je trouve que c'est dégueulasse. De toute façon, c'est des trucs qui marchent que sur des naïfs. Si vous vendez à un public mature, vous n'allez pas les niquer comme ça. Mais prenez soin de vos clients avant et après l'acte d'achat, les amis. Si vous avez des questions sur Airbnb, sur l'expatriation, vous savez que je vis en Europe de l'Est depuis plus de 10 ans maintenant, ou sur le business de manière générale, ça se passe en section de commentaires, je réponds gratuitement. Et pour ceux d'entre vous qui voulaient plus de contenu, on s'abonne à la chaîne. Il y a le lien vers ma newsletter en commentaire. Pour ceux d'entre vous qui voulaient vous lancer dans le business que je pratique moi, il y a ma gamine qui est en train d'hurler là. Donc vous savez que c'est un business que j'affectionne particulièrement parce que, comme je vous ai dit, résultat garanti à 100% et rentable en 30 jours. Je vous explique toutes les étapes en commentaire dans une vidéo de présentation gratuite. Et après, si vous voulez aller plus loin, vous avez différentes choses qui sont à votre disposition. On se retrouve la prochaine fois pour un épisode sur Empire Digital. Ciao!